La décélération est rapide. Vos propulseurs prennent le relais, alors que, dans la baie du cockpit se dessine la station Coriolis dans toute sa splendeur. Ces milliers de lumières étincellent, et, alors que vous vous rapprochez, vous espérez pouvoir tirer quelques bières de la cargaison que vous avez récupérée à quelques secteurs de là, sur un navire abandonné. Vous priez pour que ce ne soit pas des cargaisons volées et marquées, alors que un vaisseau de la garde vous escorte. Vous priez les icônes et celles du voyageur, dont l'effigie est gravée derrière le siège du pilote. Peu après, votre intercom sonne, et une voix grésillante vous dit « Autorisation d'apponter acceptée. Bienvenue sur Coriolis. » Alors, que nous propose Coriolis? Eh bien, tout d'abord, le livre va nous parler très rapidement du background du jeu. C'est donc cet univers où les humains ont colonisé l'espace et à travers deux vagues liées à des technologies différentes, une via le voyage spatial et l'autre à travers des portails qui sont des trous de verre, eh bien, la civilisation se retrouve à un même endroit avec ces deux technologies. Et cela crée pas un conflit, mais une différence culturelle et de spiritualité assez marquée entre les premiers arrivants qui ont cette philosophie de nomade, très empreint du Moyen-Orient, et donc avec sa culture, ses temples, sa nourriture et ses vêtements. Et la seconde vague qui est plus terre à terre, scientifique, etc., via le Zénith, qui est le vaisseau en fait mère qui est arrivé bien après dans le troisième horizon. Après ce rapide descriptif, on attaque tout de suite la création de personnages. On a là le choix entre plusieurs concepts qui sont assez bien décrits et permettent de jouer différentes aventures avec des avantages que chacun pourra apporter. Donc que ce soit la manipulation, que ce soit effectivement la force, hein, dans le cas d'un garde de la Légion par exemple, ce qui risque d'être utile parce que, vu la description, je pense qu'il y aura quelques conflits à affronter dans le jeu. Et on a également des data djinns, des espions, ce genre de choses qui permettent d'avoir une approche un petit peu plus discrète, ce qui est parfois salutaire. Après les personnages, on va décrire rapidement les compétences. Donc toutes les compétences sont rattachées à chaque fois à un attribut principal. Et le système de jeu se base donc sur ces D6 que l'on lance, le système Free League, et qui permet d'obtenir des succès sur chaque 6 qu'on obtient sur son dé. Et plus on obtient de 6, plus on peut appliquer des effets bonus ou déclencher des critiques. Ensuite, nous avons les dons. Les dons, c'est des capacités un petit peu spéciales qui nous permettront d'avoir des talents un peu hors norme par rapport à d'autres joueurs ou se spécialiser. La description du système de combat intervient peu après cela. On a dans chaque round 3 points d'action. Les points d'action vous permettent de faire des actions rapides, des actions lentes, de les répartir comme vous voulez. Vous pouvez faire 3 tirs rapides par exemple, ou alors vous vous déplacer à couvert et faire un tir classique, c'est-à-dire sans pénalité. Vous avez la possibilité du coup de répartir ces points, d'en conserver également pour vous défendre plus tard dans le tour. C'est assez malin, c'est bien fait. Et je pense que le système de combat est assez létal, car les points de vie ne sont pas énormes, c'est la somme de 2 attributs. Donc vous n'allez pas dépasser les 10 points de vie. Et avec un critique, ça peut tomber très vite. On a la description de l'équipement, donc les fusils, les pistolets, qui sont très jolis. Ils ont vraiment cette touche au Moyen-Orient, et les dessins du jeu sont encore une fois vraiment à la hauteur de l'univers, et le mettre en avant. Quand on crée son personnage, on doit aussi créer le groupe. Et pour ça, tous les joueurs vont discuter ensemble pour choisir un concept de groupe. C'est quelque chose qui va les lier, les rassembler, pas forcément sur le plan de l'amitié, mais en tout cas professionnellement. Et
bien qu'il soit conseillé que les joueurs s'entendent, ça peut aussi être un moyen de dire qu'on a rejoint le groupe parce qu'on avait besoin de trouver quelqu'un pour nous amener à telle planète, et petit à petit, professionnellement, ça l'a fait, etc. Le groupe va décider ensemble du vaisseau qu'ils vont acquérir. Et ça, c'est un énorme point bonus pour Coriolis. Le groupe dispose d'un vaisseau. Dispose seulement à 50%, car effectivement, ils ont emprunté énormément d'argent à un riche créancier qui est un moyen pour le MJ de leur mettre la pression derrière, soit à travers des impôts qu'ils vont devoir verser à cet acquéreur pour rembourser leur prêt, en endommageant le vaisseau à travers une bataille, ou alors un atterrissage un petit peu précaire. Et bref, les personnages vont s'attacher à leur vaisseau, et cela va leur donner l'occasion en fait de devoir chercher des bières, qui est l'argent du jeu, pour le rembourser, pour l'améliorer. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'en fait, les bières dans le jeu, c'est un bon moyen de pousser les joueurs à aller faire une mission ou quoi que ce soit. Parce que non seulement ils doivent rembourser leur prêt, mais en plus, eh bien, il faut qu'ils achètent on peut imaginer du carburant, il faut qu'ils payent les réparations, il y a des tas de modules de vaisseaux à améliorer pour qu'ils soient plus furtifs, plus efficaces sur des tirs, plus résistants. Et la création du vaisseau est vraiment une partie très agréable en soi parce qu'on va choisir le modèle de ce vaisseau, la rapidité, son espace en termes de modules, quel module on met, si on met des modules de stase, un module d'atterrissage, des canons supplémentaires. Enfin, il y a tout un tas de petits tunings qui est très agréable pour les joueurs, je pense, pour faire leur vaisseau idéal. Enfin, dans la deuxième partie du bouquin, la première partie étant consacrée aux règles, nous allons voir tout le descriptif du troisième horizon en grande ligne. En grande ligne parce que c'est très très vaste, l'horizon est vraiment grand, et chaque endroit détaillé il l'est quand même de façon assez importante, et ils ne pouvaient pas se permettre non plus de mettre 20 pages par endroit. À part la station Coriolis qui fait l'attention d'un soin tout particulier, notamment sur la description de chacune de ces parties. Donc on a la flèche, l'anneau qui enserre cette fabuleuse station, et le noyau qui est le centre névralgique de celle-ci. Et vous avez du coup les plans qui sont fournis, vous les avez aussi en aide de jeu si vous avez pris un pack lors du financement participatif, et avec à chaque fois vraiment les lieux, les personnages typiques qui le peuplent, avec les noms, ce qu'ils font, s'ils tiennent un café, si c'est plutôt un mendiant errant. Et vous avez la description de ces lieux, de la culture, de qui y vit, quelles sont les factions qui y sont implantées, etc. Et rien que là, sur la station Coriolis, vous avez de quoi jouer des heures et de faire des intrigues assez palpitantes. Ensuite, nous avons la description de Kua, qui est une planète principale juste en dessous Coriolis, donc une jungle un peu inextricable. Et surtout, on a la description des factions. Les factions, c'est quand même un point très important dans Coriolis. Ce sont elles qui régissent les lois, les règles, et qui sous-tendent toute la politique du jeu. Donc, on a deux groupes de factions, qui se regroupent généralement par ces deux vagues de colonisation humaine. Donc les premiers, qui vont regrouper les factions plus liées aux premiers arrivants, et les Zénithiens qui regroupent la seconde partie des seconds, plus scientifiques et plus terre-à-terre. La spiritualité du jeu est encore une fois très développée. On a dans la description justement de ces lieux beaucoup d'insistance sur des détails, sur les vêtements, les djellabas, les encensoirs, le narguilé, le tabac, l'alcool, comme ils disent. En fait, on retrouve des mots, le kawa, qui est tout simplement le café, on retrouve des mots de notre monde qu'ils ont récupérés dans Coriolis. On a du coup vraiment une teinte très appuyée sur le Moyen-Orient qui permet de s'immerger. Alors ça peut être un frein sur certains points, car personnellement j'ai eu un peu au début de mal à vraiment rentrer dans l'idée d'aller boire un café en djellaba avec mon blaster sur mon côté, mais une fois qu'on rentre dans cette idée-là, qu'on s'imagine les lieux très colorés, avec ces soieries, ces narguilés, cette musique chantante, on
on rentre dedans en fait, et c'est incroyable parce que ça dépayse complètement. On a ces noms aussi qui sont assez typés, mais pas typés non plus tout le temps, hein. Donc on a quand même, c'est pas des noms, c'est pas François, c'est pas Richard, voilà, c'est des noms un petit peu exotiques qui rappellent le Moyen-Orient. Et je trouve ça une excellente chose parce qu'on a très peu de jeux en fait qui, de nos jours, proposent cela, de la science-fiction arabisante dans l'espace. C'est extrêmement bien fait. J'ai été séduit parce que le livre de base, rien que celui-là, vous permet de jouer énormément de choses. On a toute une partie sur les univers, sur les icônes. Ah, j'ai pas parlé des icônes. Ce sont les divinités du monde, et divinités pas si éloignées, car en gros, elles sous-tendent toute la spiritualité et les croyances du troisième horizon. Pour ça, où il y a 9 icônes qui représentent chacune un panel, en fait, un domaine spécifique, et elles sont fortement intriquées dans l'univers. C'est-à-dire que peu de temps après l'arrivée du Zénith, eh bien, des émissaires sont apparus, des émissaires qui se disent représenter les icônes elles-mêmes. Cela a créé tout un tas de conflits dans l'horizon, notamment l'ordre des parias, qui sont pas des fanatiques, mais pas loin, qui ont vu là une hérésie totale de penser que des personnes pouvaient se dire représentantes des icônes. Et je pense qu'il va y avoir, dans la campagne, qui s'appelle l'émissaire perdu, je pense qu'il y a tout un secret sur les icônes qui va être dévoilé. Pardon. Mais c'est vraiment une belle partie du jeu qui est consacrée à cet univers et à ce mystère qu'engendrent les icônes. Enfin, à la fin du livre, on a tout un vestiaire avec quelques créatures tapies dans l'ombre entre les étoiles, ou cybernétiques. Car dans le jeu, effectivement, on peut aussi améliorer son personnage avec des biosculptures, comme ils les appellent, c'est des modifications génétiques, ou des greffes cybernétiques qui sont des implants un peu à la cyberpunk. Le système de combat de vaisseau est assez particulier dans le sens où chacun va avoir un rôle. Vous aurez un capitaine qui va donner des ordres, le pilote, l'artilleur, le datagene, le mécano, et en fait chacun a un rôle vraiment précis, et dans ce rôle, il peut choisir différents types d'actions. C'est assez malin parce que ça implique tout le monde dans un combat de vaisseau à des niveaux différents. Je ne sais pas ce que ça donne en termes de longueur de partie. Est-ce qu'un combat de vaisseau dure un quart d'heure ou une heure? J'ai du mal à l'estimer, je n'ai pas encore pu tester ce jeu. Mais je trouve l'idée intéressante et plutôt bien pensée. On a une carte spatiale qui permet de définir l'intervalle entre les vaisseaux et de calculer les portées, que ce soit pour tirer, pour fuir. Et c'est une espèce de map quadrillée en fait, mais en 2 dimensions. On fait abstraction totalement des 3 dimensions d'un combat de vaisseau. C'est au MJ de le décrire ça et pour faire vivre un petit peu le combat plutôt qu'un plateau fade. Enfin, à la fin du livre, on a 2 scénarios qui sont très rapides, assez simples, mais qui permettent de rentrer dans l'univers. J'ai bien aimé surtout le premier sur Coriolis, le second sur Kua me laissait un petit peu plus perplexe, mais ils ont l'avantage d'être là, et le livre est complet. En fait, vraiment, si vous voulez vous lancer dans l'aventure sans dépenser des milliers d'essence, c'est tout à fait possible, juste avec le livre de base qui coûte 55 €. Voilà. Je me suis un petit peu éparpillé dans cette présentation parce que toutes les idées viennent un petit peu comme ça, et c'est un univers très touffu, mais je vous le recommande vraiment chaudement parce que je pense qu'il a complètement sa place dans votre ludothèque de par son aspect intrigant, novateur, et un système de jeu qui est vraiment brillant et qui marche très bien, qui marche très très bien. Comme je l'ai détaillé dans la précédente vidéo, il y a des points d'ombre qui permettent de refléter aussi cette part de mystère lorsqu'on voyage, et je pense qu'on apprendra un peu plus dans la campagne. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et puis je vous dis à bientôt sur Rock'n'Roll.